n'a pas toujours l'âge de ses artères. Avec Catherine Deneuve et David Bowie, ça va saigner. Les Prédateurs, soirée fantastique, jeudi 28 janvier sur la 3. Cookies de Belin, croquant dessus, moelleux dedans. Cookies de Belin, goûter, c'est l'Amérique. Qu'est-ce que je peux faire? 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 Non, pas école, faites-leur un iroquois. C'est un 4 quarts avec du chocolat dedans. Un 4 quarts avec Francine à gâteau, c'est inratable. Le plus dur, c'est de casser l'œuf. Cassons l'œuf. La pâte sera bien levée, la poudre levante est incorporée. Cela dit, si vous voulez d'autres uses de Sioux, mon conseil, appelez Francine. Vous aurez plein de recettes. C'est pas sorcier. Allô Francine, vous saurez quoi faire, vous saurez tout faire, voilà. Les fétus Ménastil, c'est idéal pour faire la cuisine. C'est incontournable, là dis donc. Ménastil, Ménastil. Verre après verre, jour après jour, l'eau d'Évian vous apporte sa force et son équilibre. Évian, la force de l'équilibre. Graphique de Garnier. Envie de modeler vos cheveux? Oui. Spray modelant graphique. Aux racines, sur la longueur, travaillez vos cheveux. C'est la nouvelle technique pour donner du mouvement. Spray modelant graphique de Garnier, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Tout l'arôme des grands arabicas. La force d'un peu de robusta. Pour un café plein de rondeur et de saveur. Spécial filtre de Nescafé. Retrouvez l'âme du café dans son arôme. Viva de Candia. Quand la vie va. Viva de Candia. En cas de maux de gorge, il existe un médicament calmant et efficace, Strepsil. Les 2 antiseptiques de Strepsil combattent certains germes responsables des maux de gorge. De plus, Strepsil agit rapidement. Strepsil, pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Une céréale à boire, c'est un régal à boire. Ovomaltine. Une céréale à boire, c'est un régal à boire. Ovomaltine. Une céréale à boire, c'est un régal à boire. Céréales à boire. Ovomaltine. Une petite revanche au tennis, Michel? Ah non, 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 là vraiment je peux pas, là. Ah bon? Pas en forme? Ah si. Courir au petit matin, parfait. Une partie de tennis à l'heure du déjeuner, 8 heures d'ordinateur dans la journée, tout ça, ça me va. Mais pas tous les jours. Tenez, mon petit Michel. Une le matin et une à midi. Pharmaton contre la fatigue physique et intellectuelle. Pharmaton. Sauvage, mange du lion, c'est bon, c'est sauvage, pour rugir de plaisir. Mouline et magie, elle nous ensorcelle, elle est si bonne, elle est si belle. Pleine de beaux légumes, elle est unique, si riche et si bien tournée. Elle est magique, Magie, magie. moi je l'aime, depuis que je suis tout petit. Mouline et magie. Une solide envie de souper. Après leur triomphe à Bercy, ils sont de retour. Énergie et FR3 présentent Dépêche Mode en tournée dans toute la France. La tornade Dépêche Mode est de retour. Avec Énergie et FR3. Libération actuelle, Libération Serge Julie, actuel Jean-François Bizot.
Je veux dire, quand on fait de l'information, mieux vaut attraper de l'information que de ne pas en attraper. Hein. Le bien, le mal. Et en plus, dans les journaux, il est vrai que c'est un problème de montrer le bien, parce que le bien est considéré comme chiant. Le patron de Libération face au directeur d'Actuel dans Océanique, animé par Pierre-André Boutan. Lundi 22h30 sur la 3. Soir 3, Jacqueline Alexandre. En Belgique, la confession d'un ancien gendarme éclaire d'un jour nouveau les crimes des tueurs fous du Brabant. Ils auraient eu partie liée, dit-il, avec des groupes d'extrême droite et aussi avec des responsables de la sûreté belge. Meurtrier d'un commissaire de police à Paris il y a 22 ans, le beau Serge, qui comparaît devant les assises de Paris après 13 ans de prison aux États-Unis, dit avoir tout oublié. Le VAL, le métro sans conducteur de Lille, bientôt en service aux États-Unis. Son constructeur, Matra, est en train de l'installer en Floride. François Léotard vient de lancer officiellement ce soir l'année de la danse au cours d'un grand gala réunissant à Paris les étoiles et les grandes compagnies françaises. Bonsoir. On les appelait les tueurs fous du Brabant. Ce soir, en Belgique, on découvre que cette folie avait peut-être une logique, celle d'une organisation secrète dont les ramifications touchaient de près les services de sécurité du pays. Jeudi dernier, le témoignage d'un juge avait entraîné la suspension du procès des 6 tueurs. Aujourd'hui, c'est un ancien gendarme belge, devenu détective privé, qui, à son tour et de façon fort éloquente, affirme détenir la preuve d'une collusion entre la sûreté belge et l'extrême droite, en arrière-plan de cette affaire des tueurs fous. Mario-Odile Pagnès. Moi, j'ai commencé à travailler honnêtement, une honnête collaboration, mais je me suis rendu compte, avec l'évolution de certaines enquêtes, qu'ils doivent être mêlés à des événements graves qui se sont passés ces dernières années dans notre pays. Quand vous dites « ils », ce sont des agents de la sûreté, mais pas seulement. Oui, comme je l'ai déjà dit, comme certaines choses peuvent me le laisser paraître, je pense plutôt qu'il y a une création d'une forme d'organisation ou quelque chose comme ça. L'hypothèse d'une loge P2 version belge au sein de la gendarmerie devient de plus en plus plausible. Un mouvement d'extrême droite qui aurait orchestré les tueries du Brabant pour déstabiliser le gouvernement et conduire à un durcissement sécuritaire. Il existe en effet beaucoup de coïncidences entre les actes des tueurs fous et ceux de certains groupes néo-nazis. D'ailleurs, jeudi dernier, le juge Schlicker avait provoqué un rebondissement spectaculaire et l'ajournement du procès de Mons en dévoilant que l'une des armes d'un des massacres du Brabant avait aussi servi à assassiner Juan Mendez, ingénieur d'armement. Un meurtre attribué à l'extrême droite. Robert Beyer lui-même, s'il nie toute participation à ces actes, apparaît comme un maillon de la chaîne qui lierait tueurs fous et extrême droite. Les enquêteurs ont retrouvé chez lui un listing d'ordinateurs qui pourrait être le fichier secret de l'organisation. Avant d'être inculpé ce soir, il a donné sa version de l'affaire. Il est clair qu'il y a eu un renforcement des forces de police, etc. Bon, c'est pas pour les quelques milliers de francs qui ont été volés, qu'on tue comme ça des gens. Ce renforcement, on peut tout imaginer, était peut-être voulu par d'autres services amis qui trouvaient que la Belgique et son système policier étaient peut-être un peu laxiste pour un pays qui abrite quand même des institutions importantes comme l'OTAN, comme le marché commun, et qui est quand même une plaque tournante, disons, de l'échange de renseignements, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je crois que je suis bien placé pour pouvoir vous affirmer ça. Ouverture d'un procès peu ordinaire cet après-midi devant les assises de Paris. On jugeait le beau Serge, extradé en France depuis 1985, après 13 années de prison passées aux États-Unis. C'est l'ombre d'un homme qui devra répondre du meurtre d'un commissaire de police en 1966. Jacques Bell. Photographe et caméra cet après-midi pour le grand retour devant la justice de Christian David, 59 ans, alias le beau Serge. Fatigué, la respiration difficile, l'accusé semble même avoir perdu la mémoire. Ses premiers mots: « Comment voulez-vous que je me souvienne, Monsieur le Président, j'ai tellement souffert. » Le beau Serge du temps de sa superbe. Petit truand lié à la lutte anti-OAS et à l'affaire Ben Barka, il devient un grand criminel le 2 février 66.
Ce jour-là, au cours d'un contrôle d'identité à Paris, il abat froidement le commissaire Galibert. Ce dernier aura des obsèques nationales. Ses collègues jurent de retrouver l'assassin. Pour le beau Serge, aidé par le clan marseillais des Guérini, la grande cavale commence. Direction l'Amérique latine. Le petit braqueur devient un gros bonnet de la drogue. En 72, c'est la chute. Extradé vers les États-Unis, il y passe 13 ans en prison avant d'être à nouveau extradé, mais cette fois en France. Aujourd'hui, les médecins parlent d'un homme épuisé par une longue lutte, mais parfaitement conscient. Le beau Serge ne veut se souvenir que de ses années de prison. Le tribunal, lui, voudrait remonter plus haut dans le temps, un certain 2 février 66. Depuis vendredi, on se pose bien des questions à propos des amours contrariés de Nacera, 16 ans, et de Roger, 33 ans. Après s'être enfui du domicile de ses parents, d'origine marocaine, Nacera s'apprêtait ce matin à disparaître avec l'homme qu'elle aime. Mais peu de temps après avoir déclaré leur intention aux journalistes sur le port de Marseille, Nacera et Roger ont été interpellés et conduits à la brigade des mineurs. Ce soir, le père de la jeune fille dément avoir jamais interdit à Nacera de fréquenter un Français, mais refuse de la voir vivre avec un divorcé de 33 ans. Dopage et sport. Peut-il y avoir une internationalisation dans la lutte contre le dopage chez les sportifs ? Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Christian Bergelin, a choisi d'en être convaincu. Il a réuni aujourd'hui le premier symposium européen de réflexion sur ce thème. À cette occasion, les athlètes français ont présenté une charte contre le dopage, charte qu'ils ont rédigée et signée. Jean-Pierre Quinson. Je ne me dope pas et ne me doperai pas. Telle est la principale des 5 résolutions de la charte de l'athlète contre le dopage. Une charte déjà signée par 700 athlètes français de haut niveau, une initiative soutenue par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport qui souhaite l'intégrer dans un contexte international. Si on fait une action au plan national et que l'on ne sensibilise pas l'ensemble des pays internationaux, eh bien on va faire des athlètes français une bande à part, une espèce de race qui évoluerait dans un certain domaine. Mais le sport maintenant est international et il faut que le combat que nous menons pour ces dignités de l'homme rayonne partout dans le monde. Une volonté internationale qui va se matérialiser par la mise au point d'un même protocole de contrôle dans 10 laboratoires européens. De même, la concertation interfédération devrait aboutir dans un avenir proche à ce qu'une même faute entraîne toujours une même sanction. Des nouvelles règles qui ont quand même leurs limites. Aucun représentant des pays de l'Est ne participait au débat. En matière de dopage, l'option 0 n'est pas encore pour demain. Les parlementaires du Conseil de l'Europe, qu'on appelle aussi l'Europe des 21, menacent d'ajourner leur réunion à Strasbourg pour se réunir ailleurs qu'en France. Ils nous reprochent le rétablissement des visas décidés en 1986, visas pour les pays extérieurs à l'Europe des 12. Cette mesure, prise pour nous protéger du terrorisme, est jugée vexatoire par de nombreux pays comme l'Autriche, la Suède ou l'Islande. Laurence Piquet. Une mesure provisoire qui dure en raison des circonstances actuelles. C'est ce qu'explique Jacques Chirac dans une lettre adressée la semaine dernière à Louis Young, président de l'Assemblée. Une discrimination inacceptable pour les 7 pays touchés. La question posée, pourquoi filtrer davantage les frontières suédoises ou islandaises? Y a-t-il plus de terroristes en dehors de la CEE? Clôture de la session mercredi après-midi. Le lancement de la campagne Nord-Sud aura bien lieu demain en présence du roi d'Espagne, Juan Carlos. La séance écourtée marque cependant la solidarité entre les 21 pays membres. Un avertissement avant que ne pèse une autre menace, le départ de Strasbourg de l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Les chiffres du chômage en décembre, les statistiques donnent une hausse de 0,6% en données corrigées des variations saisonnières. Nicole Catala, secrétaire d'État à la formation professionnelle, a donné le coup d'envoi des journées connaissance de l'entreprise. Elle était aujourd'hui à la SNECMA, qui vient de passer une convention avec des lycées. Depuis près de 4 ans, en effet, on a établi des passerelles entre lycées et entreprises. Désormais, les lycéens du technique pourront faire des stages de formation pendant leur scolarité. Un reportage d'Émilie Rafoul et de Philippe Jasselin dans une région près de Dijon, un lycée professionnel et une PME de la région. Ils sont habillés comme des ouvriers, font un travail d'ouvrier, mais ce ne sont pas des ouvriers. Patrick et Stéphane préparent un BEP d'électromécanique et sont ici, dans cette entreprise, en formation complémentaire non rémunérée. Ils y passeront 7 à 8 semaines, cela fait partie de leur enseignement. C'est leur premier contact avec le monde du travail. Vous saviez vous servir de ces postes? Non, c'était la première fois. Enfin, on a été au tube au début, on avait déjà appris un peu à travailler le tube au bahut, mais
Là, ça a été amélioré, quoi. À l'école, c'est à peu près une vue d'ensemble, on touche un peu à tout comme ça, mais ici, c'est plus spécifique, quoi. D'abord, c'est une passerelle efficace entre lycée, école et entreprise, d'une part, et d'autre part, si l'on regarde notre entreprise, nous sommes dans un secteur qui n'est pas très large, qui est celui du froid de la climatisation, et nous avons besoin dans ce secteur de gens qui sont formés d'une façon très pointue, tant au plan de l'école qu'au plan de l'entreprise, et je crois que c'est une façon intéressante que de participer à cette formation. Même satisfaction chez les professeurs. Il faut dire qu'ici, au lycée Hippolyte Fontaine, les enseignants sont convaincus depuis longtemps. Ce sont eux-mêmes qui démarchent les entreprises pour qu'elles accueillent leurs élèves. Chaque année, un quart de leurs 1000 lycéens bénéficient de ces formations sur le terrain. Une expérience qui se multiplie de plus en plus au niveau national. Aujourd'hui, en France, 10 000 élèves effectuent ces stages en entreprise. Décidément, la technologie française s'exporte bien, et en particulier vers les États-Unis. On le savait pour l'espace avec Ariane, pour l'aviation avec Airbus. Une version américaine du VAL, le métro automatique déjà en fonctionnement à Lille, est à quelques mois de sa mise en service à Jacksonville, en Floride. C'est le français Matra, en cours de privatisation, qui a réalisé ce projet. Daniel Durandet, Philippe Poncet. Avant même de connaître les problèmes inextricables de circulation des grandes villes américaines, Jacksonville a joué la carte métro automatique pour desservir le quartier des affaires de son centre-ville. Actuellement en construction, le Skyway Express sera mis en service à la fin de l'année. Ce métro entièrement automatique circulera alors sans bruit à 10 mètres de hauteur sur 2 voies parallèles en béton. Il pourra transporter jusqu'à 146 passagers à une vitesse pouvant atteindre les 80 km/h. Nous pensons encourager ainsi les automobilistes à se garer à la périphérie plutôt qu'au centre-ville avec tous les problèmes d'embouteillage et de pollution que cela pose. Le Skyway Express automatique de Matra est pour nous la réponse à ces problèmes. Good morning, Metro Transit. Yes, may I ask who's calling? Sous la responsabilité de Sam Mimoun, une équipe d'une dizaine d'ingénieurs vend ici de la matière grise française aux utilisateurs américains. Dans ces ordinateurs préfigurant le futur centre de contrôle du métro, tout le savoir-faire français en matière d'automatisme, d'informatique et d'ingénierie appliquée au transport. Lorsqu'il sera réalisé, ce métro va être la vitrine de la technologie française, et en l'occurrence celle de Matra, pour un système qui est relativement complexe et pour lequel Matra a montré toutes ses compétences par le passé. Bien entendu, l'aspect des coûts est aussi très important, dans ce sens que nous cherchons la marge bénéficiaire la plus importante pour que la contribution de notre projet au résultat de la société soit la meilleure et la plus positive possible.